Lino Bolia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Avant toute chose, pour que nous puissions mieux comprendre vos attitudes, vos démarches et vos réactions, je vous demanderai de bien vouloir répondre à cette question d'actualité. Pensez-vous nous dire s'il existe entre un homme de couleur et un homme blanc, par exemple, une différence qui va plus loin que le fait d'être né sous des climats différents et d'avoir d'autres souvenirs? Tout naturellement, je pense qu'il n'y a pas d'âme noire en soi, comme une sorte de substance, n'est-ce pas, et qui ferait matière à discussion. Mais seulement, je crois que les différences entre les hommes, entre les noirs et les blancs par exemple, sont réelles. Elles ne sont pas biologiques, mais elles résultent de la culture. Autrement dit, elles résultent de l'expérience même des hommes confrontés à telle ou telle autre difficulté. Tout dépend du point de vue auquel on se place, bien évidemment. Moi, j'ai toujours pensé au fond que la grande unité humaine a été rompue lorsque s'est faite en Europe l'apparition de l'esprit scientifique, l'apparition de la logique, l'apparition de l'esprit cartésien. On met ça sous le dos de Descartes, mais enfin, je pense qu'il y a tout un mouvement de pensée qui a commencé depuis très longtemps. La séparation du sacré et du profane, enfin, toutes ces choses-là. Et il est clair que l'homme noir a longtemps été l'homme d'avant cette séparation. Par conséquent, il y a eu dans votre façon de le regarder, de le juger, un point de vue qui vous a cantonné dans une pensée qui est une pensée d'avant le monde des catégories et qui vous a poussé à considérer qu'il avait un intellectualisme moins hérissé, avec pour preuve le fait qu'il avait un contact plus direct avec la nature, avec les choses, avec le monde. Donc voilà, et s'il faut vous parler honnêtement, je pense que toutes les virtualités, toutes les potentialités existent pour n'importe quel homme. Et oui, il faut le reconnaître, enfin en tout cas en Occident, l'esprit humain a pris une direction déterminée et a été jusqu'au bout de cette direction. Alors que dans nos collectivités africaines, il n'existe que des rudiments, en tout cas des choses qui montrent, c'est vrai, une direction qui était possible, mais que l'histoire n'a pas permis de poursuivre. Donc oui, il faut le dire, il faut le reconnaître, l'esprit européen, l'esprit occidental a été jusqu'au bout d'une logique bien particulière qui a pérennisé sa civilisation. Et aujourd'hui, cette civilisation occidentale blanche et multicolore désormais est confrontée à un problème qui est un problème de hiérarchisation raciale, qui est un problème finalement qu'elle connaît très bien, mais qu'il faut à présent déconstruire de façon bilatérale, c'est-à-dire avec les autres, pour soi-même et dans l'intérêt de tous. Et comment expliquez-vous aujourd'hui, encore en 2020, que le racisme soit toujours subi par l'homme de couleur plus que par d'autres races? Vous savez, je passais mon temps à dire dans le groupe auquel j'appartenais politiquement que le problème noir n'est réductible à aucun autre. Et ce n'est pas du tout parce que je suis particulariste, mais c'est juste que je ne crois pas du tout à l'homme universel. Pour moi, les seules choses qui doivent compter, c'est les expériences humaines. Vous avez l'expérience du juif par exemple, vous avez l'expérience des noirs, qui sont des expériences qui ne sont pas réductibles aux autres. Et nous avons quand même le droit, nous autres, ou juifs ou noirs, d'insister sur cet aspect des choses. L'expérience des noirs, c'est celle de la traite, de l'esclavage, de l'humiliation, et aucun groupe ne l'a connu avec ses déterminations. Et je ne crois même pas que le juif a été autant méprisé que le noir, parce que, enfin, tout le monde a toujours su que le juif était très intelligent, mais le noir est la seule race qui a été ramenée au niveau de la bête et traitée comme telle. C'est une chose qui est unique. Donc tout ça fait partie d'une expérience humaine dont les manifestations, malheureusement, se font toujours sentir. Et le racisme dont on parle, le racisme noir, est né à travers la colonisation. La première discrimination dans les colonies a été quand même celle faite par des Européens blancs qui trouvaient en face d'eux des hommes qui n'étaient pas chrétiens. Et si vous voulez qu'on évite de faire une fixation sur l'Afrique, au nom de quoi, par exemple, pouvaient-ils discriminer les Aztèques ou les Incas, qui étaient plus civilisés qu'eux, ou au moins aussi civilisés qu'eux? C'est parce qu'ils n'étaient pas chrétiens. C'était des païens, selon l'Européen. Donc, le racisme est né pour des raisons bien précises. Et c'est un concept qui avait besoin d'être légitimé. Par conséquent, il fallait prouver que l'homme noir n'était pas un homme, que l'homme noir était un être inférieur. Autrement dit, il fallait prouver que le nègre fut une bête pour pouvoir le traiter en bête. Donc, malheureusement, c'est des théories
qui nous font encore beaucoup de peine aujourd'hui. Et quand je dis nous, je parle de l'humanité. Vous avez toujours utilisé la création artistique sous sa forme la plus contemporaine pour pouvoir exprimer vos idées. Je pense par exemple à votre œuvre réalisée en 2017 qui s'intitule Les Geôles du Chat, qui est une œuvre grandeur nature que vous avez réalisée en Afrique. Voulez-vous nous dire à présent pourquoi vous paraissez vouloir utiliser la plume comme moyen d'expression ? Je vais vous dire, l'écriture me permet justement, si vous voulez, de mettre mes idées à la portée des autres. Non pas que les arts plastiques me limitent, mais à vrai dire, tout ce qui est dans ma plume se trouve déjà dans mes œuvres d'art. Pour moi, j'ai l'impression de faire un seul et même travail. Tout naturellement, le mode d'exposition est différent. Mais je vais aller plus loin. Je considère que notre époque est confuse et que l'homme d'Afrique va faire face de plus en plus à une foule de problèmes. D'abord, à cause des difficultés matérielles, il lui faudra du courage pour y pallier. Et puis, il y a des questions relatives à la liberté. Quelle voie choisir? Comment édifier les nations africaines? Quel est le rôle de l'homme africain dans cette perspective moderne et mondialisée? Quel avenir préparer pour nos enfants? Comment replacer, par exemple, la tradition au cœur du processus moderne? Donc, très pêle-mêle, c'est une foule de problèmes qu'il faut aborder. Il serait puéril de penser que les réponses sont toutes faites, non. Et il me semble qu'il nous faudra plus que du courage, en tout cas plus que le courage viril, c'est-à-dire celui qui permet de prendre les armes par exemple. Il nous faudra, je pense, autre chose. Et cela, de mon point de vue, ne peut être abordé que par... en tout cas, ne peut être traité que par l'écriture, beaucoup plus que par la création plastique pure. Et si vous voulez, je considère que quand un homme écrit, il essaie en vérité de se comprendre lui-même. Et comme l'Afrique est au stade de la théâtralité, où elle se cherche en quelque sorte un destin, j'ai pensé que l'écriture était un formidable moyen de compréhension et de communication. Après Les Geôles du Chat, vous avez commencé à écrire Lamentation Koumani, que vous avez récemment terminé à Bruxelles, avec la participation du professeur Diouf. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, Lamentation Koumani est une tragédie, à vrai dire. Vous savez, quand j'ai commencé à me débattre avec l'idée de ce livre, j'avais le sentiment d'une marche vers la mort. Et ce parcours, justement, nécessitait que je me débatte face à ce cérémonial de la mort. Donc, dans ce livre, il s'agit d'un homme, tout seul, qui fait face à des cauchemars inspirés par la mort, un homme rempli de fantasmes aussi, et qui constate qu'il fait des rêves. Et malgré cette description, cet homme incarne une valeur, mais là aussi c'est une valeur qui va se briser. Donc il se débat avec lui-même. Et ça donne un cri absolument effrayant. Il parle de liberté, il parle de pouvoir, il parle d'un obstacle qui est en l'occurrence le peuple auquel il appartient. On a parfois l'impression que ce personnage qui parle a beaucoup d'hallucinations, mais comment vous dire, donc voilà, mais à travers sa voix, en tout cas, se posent des questions essentielles, quoique difficiles, et je vais vous dire... Je me permets de vous couper. Il y a, je crois, certaines qualités importantes qu'on trouve dans la façon dont cet homme parle. Il est vrai qu'il concentre beaucoup de pessimistes, alors qu'il est en train de faire l'essai de parler de sa liberté. On sent qu'il n'est pas enthousiaste d'ailleurs, il accuse beaucoup, avec cette phrase qui donne la tonalité du livre. Congo, je viens te dire ce que nous ne savons pas te dire. Bref, on peut penser quand même qu'il s'agit d'un discours engagé qui appelle à la révolution, n'est-ce pas ? Oui, j'aimerais que ça révolte. Je vous ai bien dit qu'il s'agit d'un homme qui marche à la mort. Donc il se débat. Et la révolte, c'est ça, c'est se débattre. Et la révolte, c'est toujours quelque chose qui vient de l'arrière et qu'on porte vers l'avant. Son moteur, c'est la mémoire. Et Lamentation Koumani, c'est un exercice de mémoire. Tout ce que j'écris est déjà passé. Congo, je viens te dire ce que nous ne savons pas te dire. Je n'invente rien. Je ne fais que récapituler au présent, si j'ose dire. Et donc, en même temps, Nino, tout au long du livre, on comprend qu'il n'y a plus rien à faire dans cet univers invalide qu'est le Congo moderne. C'est quand même paradoxal d'espérer cette révolte. Ce n'est pas tout à fait vrai. Comment vous dire ? D'abord, on a affaire à un pessimiste. Et je pense qu'il y a une ligne du livre qui le stipule bien, où j'écris, où je dis en vérité, les pessimistes n'écrivent pas. Bon. Donc c'est un pessimiste qui parle et qui met tous ses regrets dans le choix des mots. Et en vérité, on peut difficilement me reprocher cela parce que
c'est vrai qu'il y a une prodigieuse vitalité au Congo qui se confond la plupart du temps à de l'optimisme. Hein. Vous verrez partout, hein, malgré sa grande souffrance, le Congolais affiche un optimisme à toute épreuve. Hein, et qu'au Simbakaka, comme on dit chez moi, ça va changer. En réalité, je pense que c'est des pessimistes qui s'ignorent. Ils ont juste consenti abusivement à une posture moderne qui finalement les confine à l'indigence avec pour conséquence des aberrations au niveau de leur lucidité à croire, à penser, à refuser, à s'interroger, à s'extirper des idées reçues ou encore à quitter cet optimisme de façade quand tout est perdu. Donc l'homme dans mon livre est plus vrai que nature, il est congolais, il a ce paradoxe, il a cette dichotomie et tout est décrit dans le livre, même si c'est pathétique. Donc voyez-vous, c'est une vérité très générale que mon livre permet aussi de constater. En fait, quand on prend connaissance du message que vous vous adressez aux Congolais, on sent d'abord tout est incertain, même s'il y a des aspects du problème que vous n'abordez pas. Et puis vous finissez par dire que ce sont des hommes du Lupetto. C'est-à-dire que le Congolais n'est ni bon ni mauvais. Qu'est-ce qui motive votre point de vue et quelle est selon vous la bonne façon de penser aujourd'hui en 2020 par rapport à la situation dans la République démocratique du Congo? Vous savez, quand je dis que ce sont des hommes du Lupetto, le Lupetto c'est de l'argent. Et l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est ce qu'on en fait qui détermine le reste. Et si vous voulez, cette métaphore du Lupetto colle parfaitement bien avec le Congolais moderne. Voilà pourquoi ça m'intéressait de l'explorer dans ce sens. Et comme dans mon livre, il y a un ordre évident qui montre que le Congolais est prisonnier de lui-même, raison pour laquelle il se débat avec lui-même. J'ai voulu en fait prendre garde contre un monde de pestilence où les victimes sont des brutes et des impies. Et à travers cette situation qui est présentée dans le livre, on comprend dans mon développement que, comment vous dire ça, qu'il est normal que la vie soit entourée des menaces de mort, parce que de temps en temps chez les humains, la mort est le premier argument pour justifier la vie, donc ça se tient. Mais cette théorie sur la vie et la mort prend un relief tout particulier quand il s'agit du Congo, c'est-à-dire quand il s'agit du sort d'un peuple. Vous savez, au Congo, la mort est toujours à l'affût, son piège est toujours prêt. On peut mesurer sa nuisance à travers les malheurs qui s'abattent tous les jours à l'est du Congo. Les parcelles de vie ne veulent plus rien dire, à tout moment. La mort peut faire irruption. Et quand vous prenez connaissance de ce qui se passe à l'est du Congo, en termes de violence, de barbarie, de massacres en tout genre, vous vous rendez compte, et je me permets de le dire ici, que les sociétés cannibales sont finalement plus civilisées. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. S'il vous plaît, enfin Nino, c'est pas possible. Non. Permettez-moi de poursuivre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Nino. Non, je ne sais pas vous laisser dire ça. Je te rappelle, Après, je peux changer d'autre. Dire homme de couleur pour un noir, Que par d'autres gens. P500. c'est une valeur. On va pas faire le débat. T'es sérieux? Attends, vas-y. Allez. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire, la différence entre une barbarie primitive et une barbarie industrielle, c'est que la deuxième est beaucoup plus grave. Et ce qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est de la barbarie occasionnée par des intérêts industriels. Et vous les connaissez, Nokia, Apple et les autres, toutes ces industries technologiques sont comptables du plus haut tas de massacres à l'heure actuelle au Congo. Plus de 6 millions de morts, s'il vous plaît. Plus de 6 millions de morts. Et vous voulez que je n'utilise pas le terme de barbarie? C'est de la barbarie. Et précisément de la barbarie industrielle, la plus détestable qui sévit sous le soleil. La plus détestable, s'il vous plaît. Voulez-vous que nous revenions maintenant sur l'écriture du livre et à sa place dans les préoccupations du Congolais en général? Qu'est-ce qui tracasse le Congolais et qui vous pose des soucis? Je vais vous répondre de façon générale. Je pense que les préoccupations qu'on retrouve dans mon livre proviennent en grande partie de la situation dans laquelle se trouvent les peuples noirs, qui sont confrontés à l'heure actuelle à de nombreux problèmes, à d'immenses problèmes même. Et comme je suis toujours très, très angoissé quand je pense à l'avenir des pays africains ou au sort des Noirs américains, ou encore quand je pense aux Antilles,
il m'a semblé que toutes ces inquiétudes, toutes ces peurs, toutes ces problématiques, si vous voulez, devaient déboucher sur la création artistique. Parce que, si vous voulez, la création artistique dans mon esprit, ce n'est pas quelque chose qui répond à des mots d'ordre. Avec l'art, il ne s'agit pas du tout d'apporter seulement des réponses toutes faites. Moi, je considère que, en effet, que la création artistique, c'est en quelque sorte la vie qui réfléchit sur elle-même et qui tente de s'appréhender. Par conséquent, il est tout à fait normal au moment où l'Afrique se cherche un second souffle, qu'on voit apparaître un peu partout dans le continent, et de façon remarquable, des idées, des œuvres d'art, des ouvrages portés par des femmes et des hommes africains qui essayent de répondre à ce besoin. Nous n'avons plus beaucoup de temps, mais je tiens quand même à vous demander quelle a été la participation du professeur Diouf dans l'évolution et l'aboutissement de ce livre. Vous pensez bien que ce n'est pas un travail de mémoire universitaire, donc par conséquent, je n'avais pas besoin d'un superviseur de mon travail. Il faut savoir aussi que ce livre, je ne l'ai pas coécrit. Si vous voulez, le professeur Diouf est intervenu à un moment très précis du cheminement de ce travail, c'est-à-dire en fait que j'avais à vrai dire arrêté d'écrire pour un tas de raisons d'ordre personnel et intime. Et il se trouve que nous nous sommes croisés dans un forum à Paris. C'est un monsieur que je connaissais déjà. Et au fil de la discussion, je ne me rappelle plus comment, on a commencé à parler du Congo. Et c'est comme ça qu'il a pris connaissance de la rédaction de mon livre. Il s'est presque automatiquement proposé pour lire mes planches. Et j'ai accepté. C'est comme ça que des semaines plus tard, il est revenu vers moi pour me pousser à le publier. Et il a surtout été d'une grande délicatesse pour me convaincre de me remettre au travail. Et par la force des choses, il m'a fait l'honneur de signer la préface du livre. Je crois même qu'il a donné une interview à Dakar, où il rapporte un peu de comment ça s'est passé dans son esprit, et c'est très touchant. Donc je ne peux que le remercier pour son apport et sa grande bienveillance pour moi et pour la parution de ce livre. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir joué le jeu et d'être venu ici jusqu'en Belgique pour donner cette interview. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Lamentation Koumani, votre tout premier livre. La plupart du temps, vous êtes médiateur culturel et artiste. Vous avez d'ailleurs réalisé en 2017 un documentaire sur le Congo qui s'intitule Article 15. Et à côté de ces activités, on retrouve aussi chez African Mokeli Magazine, où vous êtes rédacteur. En tout cas, un grand merci à vous, Nino Bolia, pour ce déplacement.